La clé à molette glissa des doigts tachés d'huile de Calder Ross et heurta le sol en béton de son garage. Il s'essuya les mains sur sa salopette et jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au-dessus de son établi. 15h30. Wyatt serait bientôt rentré de l'école. Dehors, la chaleur d'eau pesait sur Austin comme une lourde couverture. Le thermomètre accroché au mur de son garage affichait 37 degrés Celsius. Même avec les 2 portes de garage ouvertes et 3 ventilateurs industriels en marche, l'air circulait à peine. Les freins du camion de livraison grinçaient dehors, suivis d'un claquement métallique de porte. Calder s'avança dans la chaleur, plissant les yeux pour se protéger du soleil de l'après-midi qui se reflétait sur toutes les surfaces comme du verre brisé. Le coursier, un jeune homme de 20 ans maximum, tenait un paquet emballé dans un joyeux papier d'anniversaire. Ruban rouge et étoile dorée, le genre d'emballage qu'on voit à une fête d'enfants. Un Ross. C'est moi. Livraison d'anniversaire. Signature requise. Le gamin lui tendit une tablette électronique, le front déjà perlant malgré moins de 30 secondes passées dehors. Calder fit défiler son nom sur l'écran avec un stylet en plastique collant sous la chaleur. La boîte semblait plus lourde qu'elle n'en avait l'air, de la taille d'une boîte à chaussures, mais avec un poids plus important concentré au centre, comme si quelque chose dedans s'y était emballé. L'adresse de retour affichait le logo de l'entreprise de Nan imprimé en lettres majuscules. Wyatt se tenait au bord de l'allée, son sac à dos en bandoulière. Les cheveux noirs du garçon de 10 ans se dressaient derrière lui, là où il dormait, contre la vitre du bus scolaire. Son visage était rouge de chaleur, mais ses yeux étaient vifs et fixés sur le paquet dans les mains de Calder. « Dis donc, gamin. Comment c'était l'école ? » ?»« Bien. » Wyatt laissa tomber son sac à dos et s'approcha, ses baskets crissant sur le gravier de l'allée. « C'est quoi ce cadeau d'anniversaire de ta mère ?» Wyatt s'arrêta. Son visage se crispa comme s'il avait senti une odeur de pourriture. « Ne l'ouvre pas », Calder sentit ses sourcils se lever. Durant toutes ses années de service militaire, il avait appris à se fier à son instinct, surtout lorsqu'il venait de sources inattendues. Les enfants remarquaient souvent des choses que les adultes ignoraient, des détails qui ne collaient pas. Pourquoi pas ? Quelque chose cloche. Ça bourdonne. Le gamin avait l'oreille fine. Trop fine parfois. Calder porta la boîte à son oreille, la pressant doucement contre le joyeux papier cadeau. Sous son apparence festive, un léger bourdonnement mécanique vibra contre sa paume. Pas vraiment un bourdonnement, plutôt un léger tic-tac. Rythmé, électronique, probablement juste une boîte à musique ou quelque chose d'électronique, dit Calder, mais son entraînement militaire s'était déclenché automatiquement. Ne jamais présumer, toujours vérifier. Tester chaque hypothèse avant de se faire tuer. Il transporta la boîte dans son garage, passant devant la transmission à moitié assemblée qui le remontait sur un établi où il avait passé d'innombrables heures à réparer les problèmes mécaniques que les autres ateliers abandonnaient. L'odeur familière d'huile de moteur et de copeaux de métal lui apporta un étrange réconfort tandis qu'il s'approchait de son casier à outils en acier. Ce casier était un surplus militaire, suffisamment épais pour arrêter les tirs d'armes légères et assez lourd pour contenir une explosion. Il y déposa le paquet et tourna la serrure à combinaison. Le métal épais retiendrait tout ce qui pourrait être dangereux, et la serrure maintiendrait Wyatt à l'écart de ce qu'il contenait. « On verra ça plus tard », dit-il à son fils, voyant le soulagement se refléter sur le visage du garçon. Après le dîner, Wyatt hocha la tête, mais ne cessait de jeter des coups d'œil vers le casier, comme s'il s'attendait à ce qu'il fasse du bruit. Nan était parti 3 jours pour une autre de ses retraites professionnelles du week-end. Développement commercial, appelait elle ça. Des exercices de team building dans un complexe hôtelier près de San Antonio. Elle faisait ses voyages toutes les 2 ou 3 semaines depuis 6 mois. Elle revenait toujours rafraîchie et distante, comme si elle avait laissé une partie d'elle-même au spa. « Maman rentre ce soir ?» demanda Wyatt. S'installant à sa place habituelle sur le vieux canapé du garage. Il aimait regarder Calder travailler, posant des questions sur les moteurs, les outils et les causes de panne. Demain matin, elle dit qu'elle ferait des crêpes. Le visage de Wyatt s'illumina. Nan était peut-être distante ces derniers temps, mais elle préparait quand même les meilleures crêpes du comté de Travis. Épaisses et moelleuses, avec du vrai beurre et du sirop d'érable, pas le produit artificiel que la plupart des gens utilisaient. Ils avaient mangé des restes de pizza pour le dîner en regardant un documentaire sur les requins. Wyatt s'endormit sur le canapé vers 20h. Son petit corps se pelotonna sous la couverture que Nan avait crochetée quand il était bébé. Calder le porta jusqu'au lit, remarquant que le garçon prenait du poids.
Il avait 10 ans et présentait déjà les signes de la taille de la famille Ross. Une fois Wyatt installé, Calder retourna au garage. Le paquet attrista son casier à outils comme un animal endormi, innocent et potentiellement dangereux à la fois. La partie rationnelle de son esprit lui disait qu'il était paranoïaque. La partie qu'il avait maintenue en vie en Afghanistan lui disait « Fais confiance à ton instinct, surtout quand celui d'un enfant est d'accord avec le tien ». Ils sortirent son téléphone et commencèrent à filmer, puis installèrent sa petite caméra GoPro sur l'établi. L'appareil lui avait été offert par Stick, son meilleur mécanicien, qui l'utilisait pour enregistrer des réparations complexes à des fins de formation. Si quelque chose clochait avec le colis, au moins il y aurait des preuves. Calder utilisa son pied de biche le plus fin pour soulever délicatement un bord du papier d'emballage, travaillant lentement et méthodiquement. L'adhésif céda dans un léger bruit de déchirure qui semblait trop fort dans le silence du garage. Sous le joyeux papier, une simple boîte en carton, du genre de celles utilisées pour expédier de petits appareils électroniques ou des bijoux, qu'il manipula comme s'il désamorçait un engin explosif improvisé. Chaque mouvement était délibéré et contrôlé. Le papier se détacha par bandes, révélant une partie du carton brun anonyme en dessous. La boîte elle-même ne portait aucune marque, à l'exception d'une petite étiquette d'expédition avec son adresse imprimée en police de caractère standard. Le tic-tac était plus clair maintenant, plus distinct, clairement électronique. Un minuteur peut-être, ou un petit moteur. Le son avait une qualité qui lui rappelait les montres numériques bon marché, celles vendues dans les stations-service. Il utilisa une pince à bec effilé pour soulever le couvercle de la boîte, détournant le visage au cas où un produit chimique ou un petit explosif se dégagerait. À l'intérieur, niché dans du papier de soie blanc comme un précieux cadeau, se trouvait un cupcake avec un glaçage rose et des vermicelles arc-en-ciel. À côté, un petit mot plié, écrit sur du papier à lettres couleur crème. Calder prit le mot avec la pince et le déplia soigneusement. L'écriture de Nan, soignée et soignée à l'encre noire, était un nouveau départ. Et il examina le cupcake sans le toucher, à la recherche de signes évidents d'altération. Fond de gâteau au chocolat, glaçage à la vanille. Rien d'anormal. L'odeur était celle du sucre, du cacao et de la vanille artificielle, le genre de parfum qui lui mettait habituellement l'eau à la bouche. Ce jour-là, cela lui retournait l'estomac. Le tic-tac continuait, un rythme régulier qui semblait correspondre à celui de son cœur. Il retourna la boîte et en trouva la source, un petit appareil noir de la taille d'une boîte d'allumettes, fixé au fond avec de la colle industrielle. Le genre de traceur GPS utilisé par les détectives privés ou les conjoints suspects. Calder fixa l'appareil un long moment, son esprit en digérant les implications. Quelqu'un voulait savoir où était passée cette boîte, où il était allé. Le traceur signifiait qu'il ne s'agissait pas d'un simple cadeau ni même d'une simple tentative d'empoisonnement. Cela faisait partie d'un plan plus vaste. Il photographia tout sous plusieurs angles, documentant le cupcake, le mot, le traceur. Puis il enferma le cupcake dans un sac en plastique pour pièce à conviction qu'il avait conservé de ses années militaires et le plaça dans le congélateur de son réfrigérateur, niché entre des légumes surgelés et de la glace. Le traceur GPS fut placé dans un boîtier en plomb qu'il utilisait pour stocker des appareils électroniques sensibles, le genre de contenant qui bloquait tous les signaux radio. Si quelqu'un surveillait le traceur, il penserait qu'il avait tout simplement cessé de fonctionner. Il photographia le mot sous tous les angles, puis le brûla dans sa corbeille à papier métallique, observant l'écriture soignée de Nadine se courber et noircir sous les flammes. Le lendemain matin, Calder se réveilla au son des oiseaux devant la fenêtre de sa chambre et au bourdonnement lointain de la circulation sur l'I-35. Pendant un instant, tout lui sembla normal. Puis il se souvint du cupcake dans son congélateur et la réalité lui revint brutalement, il s'était habillé en silence, ne voulant pas réveiller Wyatt, et descendit à la cuisine. Buster, leur vieux berger allemand, le suivit dans les escaliers avec les mouvements prudents d'un chien qui a mal aux hanches le matin. Calder sortit le cupcake congelé du congélateur et le déballa. Le glaçage avait légèrement cristallisé, mais l'odeur était encore douce et artificielle. Il le tendit à Buster pour qu'il le renifle. La réaction du chien fut immédiate et violente. Buster recula comme s'il avait reçu une gifle, gémissant et se pressant contre le mur du fond. Les cheveux de sa nuque se dressèrent et ses oreilles s'aplatirent contre son crâne. Buster avait mangé des ordures, du poisson mort et, une fois, un gâteau au chocolat entier tombé du comptoir pendant la fête des 7 ans de Wyatt. Rien ne lui faisait peur, à part les feux d'artifice, l'aspirateur et, apparemment, ce qu'il y avait dans ce cupcake. Doucement, mon garçon. Calder remballa le cupcake et le remit au congélateur.
Bien joué. Petit malin. La réaction de Buster confirma ce que son instinct lui disait. Quelque chose clochait avec son cadeau d'anniversaire, la voiture de Nance était garée dans l'allée à 10h30. Le moteur de sa Honda bleue faisait ce léger bruit de connement qu'il avait prévu de réparer depuis des mois. Calder l'observa par la fenêtre de la cuisine tandis qu'elle rassemblait son sac de voyage et se dirigeait vers la porte d'entrée. Elle avait l'air en forme, reposée, détendue, vêtue d'une robe d'été jaune qu'il n'avait jamais vue. La robe avait l'air chère, pas le genre de chose qu'elle s'offrait habituellement. Chérie du matin. Elle l'embrassa sur la joue, ses lèvres chaudes et douces, chargées d'un léger parfum inconnu. Je te manque, toujours. Il scruta son visage, à la recherche d'un signe de déception. Les mêmes yeux verts, le même sourire, les mêmes taches de rousseur sur le nez qu'il avait attiré 15 ans plus tôt. Comment s'est passée la retraite? Des exercices ennuyeux de team building, des exercices de confiance et des jeux de rôle. Elle posa son sac et parcourut la cuisine du regard, comme quelqu'un qui revenait en terrain connu. Tu sais comment sont les choses en entreprise. Où est Wyatt? À côté, il joue avec les enfants Peterson. Il reviendra bientôt. Bien. Je lui ai promis des crêpes. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une familiarité naturelle, sortant des saladiers et de la farine, mesurant les ingrédients avec la précision de quelqu'un qui aurait préparé la même recette des centaines de fois. Comme si rien n'avait changé. Comme si elle ne suivait pas ses déplacements avec des GPS cachés. Oh, j'allais oublier. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule tout en cassant des œufs dans un bol. Tu as reçu mon cadeau? Moi oui. Merci. Tu as aimé? La question flottait entre eux. L'appela et croisa son regard, cherchant une trace de vérité derrière cette question désinvolte. Je ne l'ai pas encore ouvert, je le garde pour plus tard. Quelque chose traversa son visage, trop rapide pour être déchiffré. Déception. Inquiétude. Peur. Ce n'est qu'un cupcake. Rien d'extraordinaire. Je suis sûr qu'il est délicieux. Bon, n'attends pas trop longtemps. Ces choses-là ne se conservent pas éternellement. Wyatt fit irruption par la porte de derrière comme une petite tornade. Des taches d'herbe sur ses genoux et de la terre sous ses ongles. Maman, tu es de retour. Nan le prit dans ses bras et le fit tournoyer dans la cuisine. Dis donc, bébé. Prête pour des pancakes? Toujours prête pour des pancakes. Pendant que Nan cuisinait, Calder s'assit à la table de la cuisine et la regarda travailler. Elle fredonnait en remuant la pâte. Le même air qu'elle fredonnait lorsqu'ils sortaient ensemble, 15 ans plus tôt. Ses mouvements étaient précis, mesurés, économes. Elle préparait toujours exactement 12 pancakes pour lui. Pour elle, pour Wyatt, aujourd'hui, elle en avait fait 8. Pas faim? Demanda Calder. Elle avait pris un copieux petit déjeuner à l'hôtel. Elle retournait une crêpe avec une aisance experte. La surface dorée était parfaite et uniformément dorée. C'est pour vous, les gars. Wyatt bavardait de l'école et de ses amis pendant qu'il mangeait, la bouche pleine de pancakes et de sirop. Nan écoutait, souriait et posait les bonnes questions. Une mère parfaite, une épouse parfaite, le genre de femme que les voisins qualifieraient de dévouée et attentionnée. Après le petit déjeuner, elle monta déballer ses affaires. Calder trouva une excuse pour la suivre, montant l'escalier qu'il avait reconstruit lui-même lorsqu'ils avaient acheté la maison 8 ans plus tôt. Non. Elle leva les yeux de sa valise, les vêtements pliés avec une précision militaire. Oui, Wyatt avait dit quelque chose d'étrange hier. Il avait dit, tu lui as dit que j'irais bientôt mieux, et qu'ensuite tout changerait. Ses mains restèrent immobiles un instant, une pause si brève qu'il l'avait peut-être imaginée. Puis elle continua à déballer, ses mouvements rapides et efficaces. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Il semblait assez sûr de lui. Les enfants se méprennent sur les choses. Elle secoua un chemisier et le suspendit dans le placard. J'ai peut-être dit que tu travaillais trop dur ces derniers temps. Tu étais fatigué. Il avait été fatigué. Une fatigue profonde qui le frappait comme un camion certains après-midi et une perte de poids, même s'il attribuait cela au stress et aux longues heures passées au garage. Certains matins, il avait l'impression d'avancer dans le brouillard, ses pensées lentes et déconnectées. Tu devrais peut-être consulter un médecin, suggéra Nan d'une voix d'épouse inquiète. Fais-toi examiner. Assure-toi que tout va bien. Peut-être que je le ferai. Je m'inquiète pour toi,
l'appelait-elle. Tu travailles tellement dur et tu ne prends jamais soin de toi. L'inquiétude dans sa voix semblait sincère. S'il n'avait pas trouvé de traceur GPS, s'il n'avait pas vu la réaction de Buster au cupcake, il l'aurait peut-être cru. Cet après-midi-là, Calder se rendit à l'hôpital général d'Austin dans une circulation dense comme du miel froid. Lana Brigg faisait 2 gardes aux urgences, sa 3e cette semaine. Ils se connaissaient depuis le lycée, étaient restés amis pendant son service militaire, ses études d'infirmière et les années compliquées qui avaient suivi. Elle était l'une des rares personnes en qui il avait une confiance totale. Il l'appela. « Que fais-tu ici ?» Lana leva les yeux d'un dossier qu'elle mettait à jour. Sa blouse était froissée par une longue garde. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas blessé. Besoin d'un service. » Un service professionnel ? Elle fit un geste vers une salle d'examen vide, au-delà du bruit et du chaos contrôlé des urgences. Parlez. Calder sortit le cupcake congelé d'un sac isotherme, toujours enveloppé dans son sachet de preuve. Tu peux tester ça ? Voir ce qu'il y a dedans. Lana prit le sac et le tint devant la lumière fluorescente. On dirait un cupcake. J'ai besoin de savoir s'il y a autre chose dedans. Quelque chose qui ne devrait pas être là. J'ai appelé ça. Que se passe-t-il ? Appelez ça de la paranoïa. Appelez ça une intuition. Juste besoin de savoir. Lana étudia son visage avec l'œil exercé de quelqu'un qui a vu toutes les misères humaines. Ça a un rapport avec ta femme. J'espère que non. Mais tu crois que c'est le cas ? Je crois que quelqu'un veut ma mort. Les mots restèrent en suspens entre eux. Lana posa le sac sur la table d'examen et croisa les bras. Bon, je vais le faire passer au labo. J'aurai les résultats dans un jour ou 2. Merci, Lana. Je te dois quelque chose. Tu ne me dois rien. Mais si quelqu'un essaie de te faire du mal, tu dois faire attention. Je le ferai et je l'ai appelé. Si c'est ce que je pense, tu devrais envisager la possibilité que ta femme ne soit pas celle que tu crois. En rentrant chez toi par la chaleur de la fin d'après-midi, Calder repensa aux paroles de Wyatt. Papa va bientôt se sentir mieux. Ensuite, tout changera. Quel genre de changement ? Et pourquoi se sentirait-il mieux à moins d'être malade ? À moins que quelque chose ne le rende malade. À moins que quelqu'un ne le rende malade. L'appel arriva 2 jours plus tard, alors que Calder reconstruisait une transmission du Ford Explorer 2015 de Madame Henderson. Ses mains étaient couvertes de liquide de transmission lorsque son téléphone vibra contre l'établi en métal. Calder, c'est Lana. Tu peux parler ? Quelque chose dans sa voix le fit immédiatement poser ses outils. Ouais. Que as-tu trouvé ? Tu dois t'asseoir. Dis-moi juste. Ce glaçage était positif au cyanure. Pas assez pour te tuer sur le coup, mais assez pour te rendre très malade. Très malade. Le garage sembla basculer. Calder agrippa le bord de son établi, les jointures blanches contre la surface métallique cicatrisée. Les bruits familiers du garage, le bourdonnement du compresseur d'air, le bruit lointain de la circulation se sont estompés en bruit de fond. Tu es sûr ? J'ai fait 3 essais. Différents échantillons, différents tests. J'en suis sûr. Du cyanure. Quelqu'un avait essayé de l'empoisonner. Quelqu'un lui avait envoyé un cupcake imbibé de cyanure pour son anniversaire. Emballé dans du papier joyeux avec des étoiles dorées et des rubans rouges. N'en l'a appelé ? Tu es toujours là ? Oui, je suis là. Tu dois appeler la police immédiatement. Pas encore. Je dois réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Si quelqu'un essaie de t'empoisonner, je ferai attention. Merci. Lana l'a appelé. Promets-moi de ne rien manger ni boire de ce qu'elle te donne. Je te le promets. Il a raccroché et est resté dans son garage, entouré de l'odeur familière d'huile de moteur et de copeaux de métal, et d'une odeur persistante de café dans sa tasse du matin. Plus rien ne lui semblait familier. La femme qu'il avait épousée, la mère de son fils, avait tenté de le tuer. Il repensa aux 6 derniers mois avec un regard neuf. La fatigue qui le frappait comme un coup de poing certains après-midi, le laissant à peine capable de se tenir debout. La perte de poids que Nan avait vantée comme sa remise en forme, lui achetant de nouveaux vêtements quand les anciens pendaient. Les nausées soudaines qui allaient et venaient sans explication, toujours pire après les repas que Nan avait préparés. L'étrange goût métallique dans sa bouche certains matins,
comme s'il avait sucé des pièces de monnaie, qu'il attribuait au stress. Le travail qui le vieillissait, les conséquences naturelles de la gestion de sa propre entreprise et de l'éducation d'un fils, qu'il avait eu tort. Calder sortit son téléphone et appela le docteur Reeves à l'hôpital des anciens combattants. La réceptionniste essaya de lui fixer un rendez-vous pour la semaine prochaine, mais il insista. « J'ai besoin d'une prise de sang. Panel complet aujourd'hui si possible. » « Monsieur Ross, tout va bien ? » ?»« Juste une vérification. »« Pouvez-vous me trouver un créneau ? » ?»« Venez à 16 heures. Je ferai une prise de sang. » La prise de sang dura 5 minutes dans une salle stérile qui sentait l'antiseptique et la peur. Le docteur Reeves posa des questions, l'appela, esquiva avec une aisance maîtrisée. Juste par prudence. Trop d'années à ignorer les symptômes. Y a-t-il des symptômes qui vous inquiètent particulièrement? Fatigue, perte de poids, nausées. Depuis combien de temps les ressentez-vous? 6 mois, peut-être plus. Le docteur Rie a pris des notes dans le dossier de Calder. Les résultats devraient être disponibles demain après-midi. Pouvez-vous les accélérer? Je vais voir ce que je peux faire. Les résultats prendraient 24 heures. 24 heures pour confirmer ce qu'il savait déjà. En rentrant chez lui dans les embouteillages d'Austin, Calder sentit les pièces s'assembler comme les pièces d'un moteur qui s'assemble enfin correctement. Les escapades de Nan en week-end, commanditées 6 mois plus tôt. Sa distance émotionnelle, comme si elle se détachait progressivement de leur mariage. Son insistance à ce qu'il mange le repas qu'elle préparait, boive le thé qu'elle lui préparait chaque soir avant de se coucher. Le traceur GPS signifiait qu'elle voulait savoir où il avait pris une boîte. Elle s'attendait probablement à ce qu'il la jette ou mange le cupcake et élimine l'épreuve lui-même. Elle voulait savoir quand il était mort. Il l'a appelé, s'est garé dans son allée et est resté assis un moment à regarder sa maison à travers le pare-brise. Une lumière chaude brillait à la fenêtre de la cuisine où Nan préparait le dîner. La même fenêtre où il l'avait vu préparer des centaines de repas au fil des ans. La même cuisine où ils partageaient un café le matin et planifiaient leur avenir ensemble. Wyatt était probablement en train de faire ses devoirs à la table. Ses livres étaient étalés dans le chaos organisé qui caractérisait tous ses projets scolaires. Normal, paisible, un mensonge total. Il franchit la porte d'entrée comme si rien n'avait changé, comme s'il ne venait pas d'apprendre que sa femme le tuait à petit feu. « Dis-moi, ma chérie, comment s'est passée ta journée ?» Nan leva les yeux de la cuisinière en souriant, le même sourire qui l'avait fait tomber amoureux d'elle 15 ans plus tôt. « Bien. Occupé. » Il l'embrassa sur la joue et la sentit se détendre contre lui. Son corps chaud et familier. « Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange ? » Un ragoût de bœuf. Ton préféré. Elle préparait du ragoût de bœuf au moins une fois par semaine depuis un mois. Elle insistait toujours pour qu'on en reprenne. Elle le regardait toujours manger avec ce sourire satisfait de cuisinière ravie de sa création. « J'ai hâte, dit-il. » Pendant le dîner, il mangea avec précaution, goûtant chaque bouchée avant d'avaler. Le ragoût avait un goût normal, du bœuf, des légumes et le mélange parfait d'assaisonnement que Nan avait perfectionné au fil des années. Mais le cyanure était censé être difficile à détecter dans les aliments. C'est ce qui le rendait si efficace. « Papa, tu manges bizarrement. » Wyatt observa sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. Il savourait simplement. « Maman est une excellente cuisinière. » Nan rayonna au compliment. « Merci, chérie. J'essaie. » Après le dîner, Nan prépara son thé du soir comme elle le faisait tous les soirs depuis 2 ans. Du Earl Grey au miel, comme il l'avait appris à l'apprécier pendant son déploiement. Elle posa la tasse en céramique devant lui en lui caressant doucement l'épaule, le genre d'affection désinvolte qui caractérise un mariage confortable. « Bois. Tu as l'air fatigué. » Le thé était plus amer que d'habitude, avec un arrière-goût qui lui picotait la langue. Calder porta la tasse à ses lèvres et fit semblant de siroter, laissant le liquide chaud toucher sa bouche sans avaler. « Merci. Je pense que je vais monter. Peut-être lire un peu. » Bonne idée. Tu as trop travaillé. Dans leur salle de bain, il versa le thé dans l'évier et fit couler de l'eau chaude pour enlever les résidus. Puis il rinça soigneusement la tasse et l'essuya avec une serviette propre. Moi, dans leur chambre. Il fit semblant de lire un thriller militaire pendant que Nan se préparait à aller se coucher. Elle se brossa les dents, se lava le visage et appliqua la crème de nuit qu'elle utilisait depuis qu'il la connaissait. Routine normale, mouvements normaux,
comportement normal. Nan se coucha 1 heure plus tard. Elle bougea silencieusement, pensant qu'il dormait. Il la regarda, les yeux à peine ouverts, vérifiait la tasse vide sur sa table de chevet, constata qu'elle était vide et sourit intérieurement, d'un sourire satisfait, le sourire de quelqu'un dont le plan fonctionnait parfaitement. Le lendemain matin, pendant que Nan accompagnait Wyatt à l'école, Calder fouilla ses affaires avec la minutie méthodique qu'il avait apprise à l'armée. Il commença par les endroits évidents. Son sac à main, les tiroirs de sa commode, la petite boîte à bijoux où elle rangeait ses boucles d'oreilles. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais il connaissait ses mots de passe. Elle utilisait les mêmes 3 variantes pour tout. La date de leur mariage, l'anniversaire de Wyatt et leur ancienne adresse à San Antonio. Son historique de navigation ne montrait rien d'intéressant. Sites de shopping, articles de presse, réseaux sociaux. Ses emails étaient tout aussi propres. Messages professionnels, spam, le fouillis numérique habituel de la vie moderne. Mais elle avait un deuxième téléphone qu'il avait trouvé dans une boîte à chaussures au fond de son placard, enfoui sous de vieux pulls qui sentaient la naphtaline. Un téléphone prépayé bon marché avec quelques contacts. Un numéro apparaissait sans cesse dans le journal des appels, parfois pendant des heures. Il a appelé pour mémoriser le numéro et a remis le téléphone exactement là où il l'avait trouvé. S'assurant que les pulls tombaient de la même manière dans le garage de la mère, il a utilisé le téléphone fixe pour appeler le numéro. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'un homme ne réponde. Deckers-Lohan Construction l'a appelé et a raccroché sans parler. Deckers-Lohan, l'entrepreneur qui avait construit leur terrasse l'été dernier. Un homme costaud aux mains calleuses et au sourire facile, qui avait passé 6 semaines dans leur jardin à poser des pierres et à construire la cuisine extérieure que Nan rêvait depuis des années. Il avait flirté avec elle pendant que Calder était au travail, du moins c'est ce que Madame Peterson lui avait dit un soir, nonchalamment. Calder avait pensé que c'était inoffensif. Il s'était trompé sur ce point également. Le docteur Reeves avait appelé cet après-midi-là, alors que Calder se concentrait sur l'installation d'un nouvel embrayage sur une Honda Civic. Calder, j'ai besoin que vous veniez aujourd'hui. Dites-le-moi simplement par téléphone. On ne discute pas de ça au téléphone. Docteur, je peux gérer ce que vous avez trouvé. Un long silence. Votre sang montre des signes d'intoxication chronique au cyanure. Faible concentration, exposition constante sur plusieurs mois. Où diable aviez-vous été exposé au cyanure? Ces mots le frappèrent comme un coup de poing, même s'il s'y attendait. Je vous expliquerai quand je vous verrai. À l'hôpital D. Ancien combattant, le docteur Reeves fit d'autres analyses. Analyse sanguine, échantillon d'urine, examen physique complet. Les résultats montraient un empoisonnement systématique. Vous avez de la chance d'être en vie, dit le docteur Reeves. En étudiant les relevés, une exposition plus importante aurait pu entraîner une défaillance d'organes, un arrêt cardiaque. Depuis combien de temps suis-je empoisonné? D'après les niveaux que je constate, au moins 6 mois, peut-être plus. 6 mois. Juste au moment où Nan a commencé ses week-ends de retraite. Docteur, j'ai besoin que vous documentiez tout. Taux sanguin, chronologie, symptômes, et j'ai besoin de copies de tous les dossiers. Je l'ai appelé. Qui vous a fait ça? Quelqu'un qui voulait ma mort. Quelqu'un qui préparait ça depuis longtemps. Ce soir-là, Calder était assis dans son camion devant le bureau de Deckers-Lohan, un entrepôt reconverti à East Austin, où la gentrification chassait peu à peu les garages et les stands de tacos. À 18h30, Decker est sorti avec une trousse à outils en cuir et est monté dans une Ford F259. Alde l'a suivi à travers les rues jusqu'à un bar du centre-ville, se tenant suffisamment à l'écart pour ne pas être repéré. Le bar était sombre et bondé. Le genre d'endroit où les ouvriers du bâtiment allaient boire de la bière et se plaindre de leur patron. Calder trouva une table dans un coin avec vue dégagée sur le box de Decker et commanda un coca qu'il n'avait pas prévu de boire. À 19h15, Nan entra. Elle avait l'air différente loin de chez eux. Plus jeune, plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle avait changé de vêtements depuis le dîner, troquant son chemisier classique pour une robe décolletée qui moulait sa silhouette. Elle se glissa dans le box en face de Decker et l'embrassa par-dessus la table. Pas un baiser amical. Un baiser amoureux, profond, désespéré et plein de promesses. Les poings de Daldé se serrèrent. Il se força à rester assis pour observer, écouter et recueillir des preuves. Ils discutèrent pendant 1 heure, tête jointe, autour de verres presque intacts.
Calder n'entendit pas leur conversation, mais leur langage corporel en dit long, des caresses intimes, des secrets partagés, la familiarité naturelle de deux personnes qui étaient ensemble depuis des mois. Lorsqu'ils partirent, ils se rendirent ensemble au camion de Decker. Calder les suivit à travers les vastes banlieues d'Austin jusqu'à une cabane de location en dehors des limites de la ville, cachée parmi les chênes et accessible uniquement par un chemin de gravier qui serpentait dans l'obscurité. À travers les fenêtres sans rideaux, il les regarda disparaître dans la chambre. Sa femme depuis 12 ans, la mère de son fils, la femme qui lui préparait du thé tous les soirs et l'embrassait tous les matins. Elle voulait sa mort pour pouvoir être avec un autre homme. Les 3 jours suivants furent les plus durs de la vie de Calder. Il mena une vie normale tout en montant un dossier contre sa femme avec la précision méthodique d'une opération militaire. Il installa un logiciel espion sur son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche, grâce à des compétences acquises auprès d'un informaticien de son unité. L'application clona ses SMS et ses journaux d'appel sur son appareil en temps réel, créant ainsi une piste numérique de preuve. Les messages échangés entre Nan et Decker dressèrent clairement le tableau d'une conspiration et d'un meurtre. Nan, il commençait à ressembler à un fantôme. Pauvre petite. Decker, combien de temps encore, non? Pas beaucoup. Peut-être encore une semaine ou 2. Il faut que les somnifères soient petits, sinon quelqu'un pourrait le remarquer. Decker, quand l'assurance vie sera remboursée, je veux qu'on soit à la plage dans 30 jours. Non, le Mexique, ça me semble parfait. Juste toi et moi, et tout cet argent. Decker, et le gosse? Non, il s'en sortira bien avec ses grands-parents. Les enfants sont résilients. L'assurance vie était de 500 000 $. Calder était l'assuré. Non, l'unique bénéficiaire. Il avait signé les papiers 3 ans plus tôt, à la naissance de Wyatt, sans jamais y réfléchir à 2 fois. L'assurance vie, c'était le métier des pères responsables. En fouillant davantage dans leur bureau à domicile, on a découvert de fausses procurations cachées dans leur coffre-fort. Le tampon du notaire semblait officiel, mais Calder ne les avait jamais signés. La signature était proche, mais imparfaite, il manquait la légère courbure sur l'arête qui marquait sa véritable signature. Nan avait prévu de contrôler ses finances, ses décisions médicales, tout. Elle aurait pu le placer dans un établissement, prétendre qu'il était mentalement incapable et le laisser mourir lentement pendant qu'elle vidait leur compte. Le cupcake n'était pas censé le tuer rapidement. Il était censé l'achever après des mois de petites doses qui avaient affaibli son organisme. Une dernière dose importante pour arrêter son cœur, l'empoisonnement chronique ayant fait le gros du travail. Elle aurait pu prétendre qu'il était mort de cause naturelle. Une crise cardiaque provoquée par le stress et une mauvaise santé. La compagnie d'assurance aurait payé sans hésiter et elle aurait été une veuve endeuillée méritant la compassion de tous. C'était un plan parfait. Presque le vendredi, Calder se rendit au commissariat d'Austin, un bâtiment moderne qui ressemblait plus à un siège social qu'à un palais de justice. L'inspecteur Jory Harlan était un vétéran de 20 ans au regard méfiant et sans tolérance pour. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt, lorsque quelqu'un avait utilisé le garage de Calder pour stocker des pièces automobiles volées. Ross, qu'est-ce qui t'amène? Besoin de parler en privé. Le bureau de Harlan était petit et encombré, rempli de dossiers et de tasses à café vides, et il avait accumulé les débris de 2 décennies de travail policier. Il désigna une chaise en face de son bureau. Qu'est-ce qui te tracasse, l'appelait-il en exposant tout méthodiquement. Le cupcake avec son traceur GPS caché. Les résultats du labo montrant du cyanure dans le glaçage, ses propres analyses sanguines révélant un empoisonnement chronique, les SMS entre Nan et Decker, les faux documents et la police d'assurance vie. Harlan écoutait sans l'interrompre, prenant parfois des notes sur un bloc-notes jaune. Lorsque Calder eut terminé, l'inspecteur se renversa dans son fauteuil. C'est une sacrée histoire, Ross. Tu as des preuves. Certains travaillent à en obtenir d'autres. Combien de temps te faut-il encore? Donne-moi une semaine de plus. Une semaine? Ta femme essaie de te tuer et tu veux attendre une semaine. Je veux qu'elle soit en prison pour le restant de ses jours. Ça veut dire qu'il faut monter un dossier solide. Pas de doute raisonnable. Pas de négociation de peine. Pas de libération conditionnelle anticipée. Harlan l'observa. Un long moment. Tu ne vas pas faire de bêtises, hein? Définis la bêtise. Tu vois ce que je veux dire? La justice d'autodéfense. Prendre les choses en main. Je ne vais pas lui faire de mal. Je vais l'enterrer,
car si tu la tues, même en état de légitime défense, c'est toi qui iras en prison. Je comprends. Et votre fils sera orphelin, c'est pourquoi je fais cela de la bonne façon. Arlon hocha lentement. Sur le bras, le standard avec les soins de pratique d'une femme dévouée. Dans la plante en pot par leur fenêtre. Off. Maintenant, il savait pourquoi. Dimanche après-midi, il a appelé son contremaître de garage et a annulé les rendez-vous de lundi. Se sentir sous le temps pourrait être la grippe. Quand il a raccroché, Nan se tenait dans l'embrasure de la porte le regardant avec une expression qu'il ne pouvait pas vraiment lire. Pauvre bébé. Tu as l'air pâle. Il suffit de reposer. Bien sûr, je vais m'occuper de tout. Cette nuit-là, elle était plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle recroquevilla contre lui dans son lit, la tête sur sa poitrine, ses cheveux sentant le shampoing cher qu'elle avait commencé à utiliser récemment. « Je t'aime » murmura-t-elle dans le noir. « Je t'aime aussi » murmura-t-il en retour. Le thé était le dernier mensonge qu'il lui dirait jamais. Lundi matin, Calder a rencontré Stick Martinez dans un restaurant du côté de la ville. Ils étaient assis dans un cabine d'angle où personne ne pouvait entendre leur conversation. « Boss, tu ressembles à l'enfer. » Se sentir pire. Besoin d'une faveur, collez-vous? Nommez-le. A appelé ou lui a donné une petite caméra de surveillance, le type utilisé pour la maison sécurité. Besoin de vous pour installer cela dans ma maison, mon salon, cuisine, partout où n'en passe du temps. Vous espionnez votre femme? Elle essaie de me tuer. Les yeux de Stick se sont étendus. Quoi? Longue histoire. Pouvez-vous le faire? En faire oui, je peux le faire. Quand aujourd'hui, alors qu'elle est au travail et que Wyatt est à l'école. Considérez le fait, patron. Pendant que Stick travaillait sur le système de surveillance, Calder a visité Lana à l'hôpital. Elle était entre les patients qui rattrapaient la paperasse dans la salle de pause. Vous avez l'air terrible, dit-elle sans le faire les yeux de ses graphiques. Êtes-vous toujours empoisonné? Travaillez sur l'arrêt de cela. Besoin d'une autre faveur. Quoi maintenant? J'ai besoin que vous documentez ma récupération. Test sanguin tous les quelques jours. Créer un calendrier médical. Récupération de quoi? Empoisonnement chronique au cyanure. Lana posa son stylo et le regarda. Jésus l'a appelé. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? 6 mois. Donner ou prendre? Ta femme. Ma femme. Vous devez la quitter ce soir. Je ne peux pas faire ça. Je pars. Elle obtient la garde de Wyatt. Je ne la laisse pas élever mon fils. Alors, quel est votre plan? Envoyez-la en prison où elle appartient. Vendredi après-midi, Calder a déclaré à Maiden qu'il avait eu un rendez-vous VA à San Antonio. Une nuit pour certains tests liés à son service lié au handicap. Rien de grave, j'espère. Elle a essayé de paraître inquiet, mais il a attrapé le flash d'excitation dans ses yeux, s'est rapidement supprimé. Des trucs de routine. Ils veulent faire des analyses, vérifier métaux sanguins. De retour demain soir. Il a emballé un sac avec le même soin qu'il avait autrefois utilisé pour les opérations militaires. Vêtements propres, articles de toilette, ses médicaments, tout ce dont un homme aurait besoin pour un séjour à l'hôpital d'une nuit. Il l'embrassa au revoir à la porte d'entrée, notant comment elle se pencha dans le baiser avec un enthousiasme inhabituel. Prenez soin de Wyatt. Faites toujours. Conduire en toute sécurité. Au lieu de conduire à San Antonio, appelez est allé dans un motel à 15 minutes. Il s'est enregistré sous un faux nom, payant de l'argent pour une pièce qui sentait le désinfectant et les vieilles cigarettes. Le couvre-lit a été fané et le tapis était porté, mais il avait Internet au débit et une vue claire de le parking. Il s'est installé pour regarder les flux de surveillance de sa maison sur son ordinateur portable. Le bâton de caméra avait installé plusieurs angles du salon, de la cuisine et de l'entrée avant. L'audio était éliminé en cristal. Au T630, Nan a mis Wyatt au lito, affirmant qu'il avait l'air fatigué d'une longue semaine à l'école. À 7 ans, elle a envoyé un SMS. La côte est claire. Decker est arrivé 20 minutes plus tard dans son pick-up Ford. Calder regarda sur son ordinateur portable tandis qu'ils s'embrassaient dans son salon tandis que Decker tournait Nan comme des jeunes mariés célébrant leur lune de miel. Ils avaient l'air heureux, soulagés, comme des gens dont le plan à long terme se réunissait enfin.
Une fois qu'il est parti, nous vendons tout, a déclaré Decker assez fort pour que les microphones cachés puissent le capter clairement. Vous volez d'abord vers le Mexique. Je vais suivre dans quelques semaines. Donnez-vous à ce que je prenne juste des vacances. Et le garçon? Nan a demandé. Et lui? Il va poser des questions. Je me demande où je suis allé. Decker haussa les épaules, ses épaules massives roulant sous sa chemise de travail. Les enfants se remettent des choses, surtout lorsqu'ils vivent avec leurs grands-parents et se gâtent. La mâchoire de Calder se serre. Il prévoyait d'abandonner Wyatt, de le laisser orphelin et confus pendant qu'il dépensait l'argent de l'assurance vie de son père sur les plages du Mexique. Nous pouvions donner l'impression qu'il avait un accident dans la boutique. Decker a continué. Échec de l'équipement. Se produit tout le temps dans ces endroits. Trop risqué. Le plan actuel fonctionne parfaitement. Combien de temps? Quelques jours de plus. Peut-être une semaine. Il s'affaiblit chaque jour. Bon. Je suis fatigué d'attendre. Ça en vaudra la peine. 500 000 $, c'est beaucoup d'argent. Assez pour disparaître pour toujours. Calder a enregistré l'enregistrement et l'a téléchargé sur un serveur cloud sécurisé, le même qu'il avait l'habitude de sauvegarder ses fichiers professionnels. Puis il a appelé le détective Aaron. Il est temps, a-t-il dit. Samedi soir, appelé pour rentrer chez lui par la même porte d'entrée qu'il avait traversée des milliers de fois. La maison était calme à l'exception du doux bourdonnement de la climatisation et du son lointain de la machine à bruit blanc de Wyatt. Nan était dans la cuisine, penchée sur son téléphone comme une adolescente, cachant des secrets de ses parents. La lueur bleue de l'écran illuminait son visage alors que ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier virtuel. Comment s'est passé le test? Demanda-t-elle sans lever les yeux. Très bien, dit le docteur, j'améliore. Elle le regarda brusquement, ses doigts gelés par téléphone. L'amélioration? Les analyses de sang sont revenues mieux que prévu. Ah. Déclaré, tout ce qui me rendait malade semble s'éclaircir. C'est une bonne nouvelle. Mais son visage a dit le contraire. La couleur s'est épuisée de ses joues et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posa le téléphone. Est-ce qu'ils ont dit ce qui le provoquait? Une sorte d'exposition à la toxine? Pourrait être quelque chose. Les produits chimiques au travail, quelque chose dans l'environnement. Une consistance huileuse qui s'accrochait aux côtés de la tasse. Je pense que je vais prendre cela à l'étage. Dans la salle de bain, il a versé le thé dans un flacon de verre qu'il avait obtenu de Lana. Des preuves pour le laboratoire à analyser. Le liquide était plus sombre que d'habitude, presque brun au lieu de la couleur ambrée normale de l'Earl Grey. Il était de retour en bas de verre à faire du verre d'eau lorsque la fenêtre de la cuisine explosait dans une douche de verre et de métal torsadé. Les mains. Cela prend trop de temps. Nous devons terminer ce soir. Calder est resté calme. Son entraînement militaire qui reprend automatiquement. Évaluez la menace. Planifiez votre réponse. Exécutez avec précision. Finir quoi? Tu sais quoi? Decker leva le pied de biche au-dessus de sa tête. Vous auriez dû mourir il y a des semaines. Désolé de vous décevoir. Nan a déclaré que les dizaines fonctionnaient. Dit que vous deveniez plus malade. Peut-être qu'elle avait tort. Decker a balancé le pied de biche sur la tête de Calder dans un arc vicieux qui aurait cédé dans son crâne. Calder se baissa sous le swing et a conduit son épaule dans la section médiane de Decker. En utilisant l'élan de l'homme plus grand contre lui, ils se sont écrasés dans la table de la cuisine, envoyant des chaises volant dans toutes les directions. Decker était plus fort, mais Calder était plus rapide et mieux formé. Il s'est penché derrière Decker et a appliqué une prise de dormeur, coupant le flux sanguin vers le cerveau jusqu'à ce que le grand homme devienne mou. Les attaches de câbles de sa boîte à outils ont sécurisé les mains et les pieds de Decker. Calder l'a traîné dans le garage et le zip l'a attaché à une poutre de support en acier. Le positionner avec des caméras de surveillance capturerait tout. Decker est venu vers 10 minutes plus tard, se débattant contre ses contraintes comme un animal piégé. Vous ne pouvez pas faire ça. Regardez-moi. Non. Decker a crié vers la maison. Non, aidez-moi. Mais Nan était toujours à l'étage, se demandant probablement pourquoi son mari n'était pas encore mort. Calder a appelé le détective Arlon à minuit, le réveillant de ce qui ressemblait à un sommeil profond. Ross, ça vaut mieux être bon. C'est fini.
Viens ma maison. Ramenez. Que s'est-il passé? Je les ai attrapés. Arlon est arrivé avec 2 unités de patrouille et une équipe de scène de crime qui semblait avoir été réveillée du lit. Calder les a rencontrés dans son allée avec une boîte de banquier pleine de preuves organisées avec une précision militaire. Des analyses de sang montrant une intoxication chronique au cyanure, a-t-il dit, remettant les dossiers médicaux. Cupcake a été testé positif pour le cyanure. Vidéo de surveillance des défendeurs planifiant mon meurtre. GPS tracker à utiliser pour surveiller mes mouvements. Forger la procuration des documents. Échantillon de thé de ce soir pour analyse. Et la tentative de meurtrier Zip à égaliser dans mon garage. Arlon sifflait bas. Merde Ross, tu ne fais rien à mi-chemin. Une documentation approfondie empêche les appels. Ils ont d'abord arrêté Decker. Il était toujours lié au faisceau de soutien, criant sur la brutalité policière et la détention illégale. Les officiers lui ont lu ses droits alors qu'il se débattait contre les liens de câble. N'en était plus difficile. Elle s'est réveillée lorsque les voitures de police sont arrivées. Est descendue en bas dans une robe confuse et innocente. L'image parfaite d'une femme préoccupée par le bien-être de son mari. Officier, que se passe-t-il? Mon mari va-t-il bien? Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, de complot, de fraude à l'assurance et de contrefaçon. Elle regarda Calder comme s'il l'avait giflé sur le visage. Calder, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est fini. Non, je ne comprends pas. Nous sommes mariés. Nous avons un fils. Vous essayez de m'empoisonner. Son masque s'est finalement glissé. La confusion a disparu, remplacée par un calcul froid et une haine pure. Vous ne pouvez rien prouver. Je peux tout prouver. Alors que les officiers lisent ses écritures, les yeux de Nan n'ont jamais quitté le visage de Calder. L'amour qu'il avait vu là-bas pendant 15 ans avait disparu, remplacé par quelque chose de sombre et vicieux. Tu es salaud, dit-elle doucement. Sofer Sloan, le procès a pris 3 mois. Decker Sloan a replié un à personne. Ross sait que vous prévoyez de briser sa maison. Jouissance de la souffrance de Calder, des documents forgés, de l'argent d'assurance qu'elle avait déjà commencé à dépenser cela le dernier jour de témoignage, Nan a pris position dans sa propre défense, portant une robe conservatrice qui la faisait paraître plus jeune et plus vulnérable. Mon mari contrôlait, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Il a surveillé chacun de mes mouvements, a interrogé mes amis, m'a isolé de ma famille. Le procureur a organisé des impressions de ses messages textes, a mis en évidence des passages visibles de toute la salle d'audience. Madame Ross, avez-vous écrit ce message à Monsieur Sloan? Il a commencé à ressembler à un fantôme. Pauvre chose. J'ai écrit ce message? Lorsqu'une assurance vie se dissipe, je veux que nous sur une plage en 30 jours. Le sang-froid de Nan a craqué comme de la glace sous pression. Vous ne comprenez pas la pression que je faisais. La pression du meurtre lentement de votre mari. Objection soutenue. Lorsque le procureur a terminé, Nan a regardé dans la salle d'audience et l'a appelé. Ses larmes avaient séché, remplacées par du venin pur. Tu ne peux pas me faire ça, cria-t-elle, sa voix faisant écho au mur de la salle d'audience. Je vous ai donné les meilleures années de ma vie. L'appel a rencontré ses yeux sans tressaillir. Tu as déjà fait ça pour toi-même. Le jury a délibéré pendant 40 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle, citant la nature préméditée du crime et l'abus de confiance entre les conjoints. Et Sabef l'a emmené dans des entraves. Nan a fait demi-tour une dernière fois. J'espère que vous êtes heureuse, a-t-elle dit. L'a appelé dit rien. Il a appris que certaines personnes ne méritaient pas les réponses. Le garage était plus occupé que jamais. Ward avait contourné ce qui s'était passé, et cela s'est traduit par plus de clients. Les gens aimaient faire des affaires avec un homme qui avait survécu à la tentative de sa femme de l'assassiner. Cela lui a donné une certaine crédibilité, comme s'il avait été testé et fait ses preuves. Stick avait été promu partenaire, son nom peint sur le panneau à l'extérieur et des lettres aussi grandes que Calder. Il a dirigé les opérations quotidiennes tandis que Calder se concentrait sur les reconstructions complexes et le travail sur mesure qu'il appréciait le plus. Boss, vous avez un client qui veut vous parler. Appel de bâton depuis le front office. Madame Henderson se tenait au comptoir en tenant les clés de son Ford Explorer.
La transmission que Calder avait reconstruite fonctionnait toujours parfaitement après 8 mois. Monsieur Ross, je voulais juste vous remercier et vous dire à quel point je suis désolé de tout ce que vous avez vécu. Je fais juste mon travail, Madame Henderson. Eh bien, vous l'avez fait mieux que quiconque pourrait avoir. Si jamais vous avez besoin d'une référence, vous me le faites juste savoir. Wyatt avait pris la vérité sur sa mère mieux que quiconque ne s'attendait. Les enfants étaient résilients. Leur psychologue s'était dit s'adapter à de nouvelles réalités plus rapidement que les adultes qu'il avait passé ses après-midi dans le garage à organiser des outils et à apprendre les moteurs. Certaines nuits, il a fait de mauvais rêves sur sa mère, mais ils devenaient moins fréquents. Le temps aidait, tout comme le savant que son père l'avait protégé. « Papa, puis-je aider avec la Camaro ?» demanda Wyatt, apparaissant au coude de Calder avec un chiffon de magasin à la main. « Bien sûr, kiddo. Prenez-moi la clé à douille. » Ils ont travaillé ensemble dans un silence confortable, le genre de paix qui vient de la compréhension partagée. Wyatt savait que sa mère avait essayé de blesser son père. Il ne comprenait pas tous les détails, mais il comprenait assez. Lana s'est arrêtée par la plupart des soirées après un quart de travail à l'hôpital. Ne sortant pas exactement, mais quelque chose de plus profond que l'amitié, quelque chose fondé sur la confiance et l'expérience partagée et les connaissances que certaines personnes valaient la peine d'être sauvées tandis que d'autres ne l'étaient pas. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, s'installant dans le vieux canapé où Wyatt regardait appeler travail. « Bon, productif. » Tout mot de la cour d'appel ? Rien de nouveau. Ses avocats manquaient d'options. La condamnation de Nan était solide. La cour d'appel avait confirmé le verdict à l'unanimité, et la Cour suprême de l'État avait refusé d'entendre l'affaire. Elle mourait en prison, exactement où elle appartenait. « Tu vas jamais lui pardonner ?» Wyatt a demandé un samedi après-midi. Il travaillait sur une Camaro de 1969. Wyatt tenant une lampe de poche tandis que Calder a remplacé l'alternateur. Calder posa sa clé et regarda son fils. Le garçon devenait plus grand, son visage perdant la douce rondeur de l'enfance. Dans quelques années, il serait un adolescent qu'un homme. Il méritait des réponses honnêtes, pas des yeux confortables. « Non » a déclaré Calder. « Et c'est comme ça que je reste libre. » Que voulez-vous dire ? Le pardon est pour les gens qui sont désolés. Ta mère n'est pas désolée, elle a essayé de me tuer. Elle est désolée d'avoir été prise, alors tu la détesteras toujours. L'appelé réfléchit avec soin, en choisissant ses paroles. Je ne la déteste plus, mais je ne lui pardonnerai jamais. Certaines choses que vous ne pardonnez pas. Certaines personnes que vous ne donnez pas la deuxième chance parce qu'elle vous a blessé. Parce qu'elle vous aurait aussi fait du mal. Finalement, Wyatt était silencieux pendant un moment. Traitement de ces informations avec une considération sérieuse qu'il a apportée à tous les sujets importants. Je suis content que vous l'ayez compris. Moi aussi, gamin. Le lendemain, c'était le 40e anniversaire de Calder. Il est rentré du travail pour trouver Wyatt dans la cuisine avec une petite boîte enveloppe, la même taille et la même forme qui avait commencé ce cauchemar il y a un an. Pendant un moment, Calder sentit sa poitrine se resserrer. Ses mains tremblaient légèrement alors que des souvenirs ont reculé le tracker GPS, le cupcake poison, la trahison qui lui avait presque tout coûté. C'est bon, dit doucement Wyatt, en lisant l'expression de son père. Je l'ai fait moi-même. À l'école, Calder a pris la boîte avec des mains stables. C'était léger de la taille de sa paume. Le papier d'emballage était tordu, maintenu avec trop de rubans adhésifs et décoré avec une attention particulière d'un enfant aux détails. Celui-ci, je vais ouvrir, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme de moto à base de verre en métal. Les bords étaient rugueux, déposés à la main, mais il était clairement fabriqué avec soin et amour. Un cadeau de son fils à son père, sans accès par des agendas cachés ou des plans secrets. Je sais que vous n'avez pas de moto, a déclaré Wyatt. Mais peut-être qu'un jour, Calder a coupé le porte-clés de ses clés de garage où cela lui rappellerait chaque jour que certains cadeaux venaient de l'amour, pas de la malveillance. Peut-être un jour. À l'extérieur, le Texas Sun se couchait derrière les chênes dans leur arrière-cour. Les mêmes arbres que Nan s'asseyait dans le cadre de son meurtre. Le même arrière-cour où Decker avait installé le patio qui a commencé leur affaire. Mais c'était différent maintenant. Clin et que la voiture de Lana s'est arrêtée dans l'allée avec un son familier d'un moteur qui avait besoin d'une mise au point. Elle est sortie avec un sac d'épicerie et une bouteille de vin, souriant à la vue du père et du fils dans la cuisine.
garçon d'anniversaire. Elle a appelé à travers la porte de l'écran. Prêt pour le dîner? Presque. Il a rappelé. Calder Ross se tenait dans sa cuisine en tenant le cadeau de son fils, regardant une femme qui se souciait de lui transporter l'épicerie dans sa maison. Il y a un an, il était en train de mourir par degrés, empoisonné par quelqu'un qui était censé l'aimer plus que quiconque dans le monde. Maintenant, il était libre. Certaines prisons avaient des murs et des barres et des gardes armés. D'autres avaient des alliances et partageaient des comptes bancaires. Et les mensonges confortables de la vie domestique. D'autres avaient un thé qui avait un mauvais goût et des cupcakes qui n'auraient jamais dû être mangés. Il avait échappé à sa prison par vigilance et courage et un refus d'ignorer les signes d'avertissement. Tout le monde n'a pas eu de chance. La plupart des gens qui se sont retrouvés dans sa situation sont morts tranquillement. Leur meurtre déguisé en décès naturel ou accident tragique. Mais Calder Ross n'était pas la plupart des gens. C'était un homme qui faisait attention, qui faisait confiance à son instinct, qui n'a jamais oublié que le mal portait souvent des visages familiers et parlait dans des voix aimantes. C'était un homme qui avait l'air de la mort au visage et vivait pour en parler. Il était libre.